Je vais essayer de replacer donc les fameuses crises migratoires, les crises migratoires dans un ensemble un peu plus vaste, et parce qu'effectivement, une des choses que je fais un peu par métier, c'est de remettre en perspective, c'est de rétablir les proportions, c'est de rendre visible un peu les ordres de grandeur de la migration, parce que c'est ça qui nous manque aussi terriblement dans notre débat, même si je suis conscient qu'il y a un débat sur les chiffres et que les chiffres sont toujours contestés. Alors, je vais commencer par un certain nombre de choses qui ont été dites déjà dans l'atelier qui s'est tenu ici, à travers la revue générale de la question qui a été faite par Amnesty International, donc il va y avoir un peu quelques redites. Voilà, à l'ONU, il y a la division de la population, qui est une instance très ancienne, fondée dans les années 50, bien avant Eurostat, bien avant l'OCDE, et qui détermine un peu les normes en matière de recensement d'enquête démographique partout dans le monde. Pour nous, c'est vraiment une grande référence. Et c'est eux qui compilent les données dont on dispose sur l'immigration. Et vous voyez que depuis les années 90, de 55 ans, puis j'ai rajouté 2017, on a à peu près, on est arrivé maintenant à 260 millions de migrants dans le monde. 260 millions, c'est un chiffre impressionnant, évidemment, quand on regarde comme ça, mais en proportion de la population mondiale, puisque nous sommes plus de 7 milliards, 7 milliards 7 maintenant, ça n'est jamais que 3,4% de la population mondiale. Alors, si on inclut les migrants, la migration clandestine, si on inclut les gens qui ont migré autrefois et qui sont revenus, on peut majorer les chiffres, arriver à 5%, mais 95% de la population mondiale n'a jamais migré. C'est ça qui est. Et c'est un des défis des chercheurs, c'est comment expliquer l'immigration tout en expliquant aussi la non-migration. Il faut être capable d'expliquer les deux. On a 1000 raisons d'être resté attaché à son territoire, à sa famille, à son métier, etc. Et on a quelques bonnes de migrer, mais il y en a beaucoup plus de ne pas migrer. Je présente très rapidement sur ce schéma les grands courants migratoires. Alors, ce ne sont pas des flux annuels, ou bien que ce soit des flèches, c'est simplement grâce à une source nouvelle qui existe depuis une dizaine d'années seulement, la base bilatérale des migrations, c'est les 260 millions de migrants qu'il y a dans le monde. On les classe par pays de naissance et par pays de destination. C'est une grande matrice, c'est un grand tableau carré, et on regarde comment tout ça se répartit dans le monde. Et donc là, il s'agit des personnes qui sont recensées à un moment donné dans un pays et qui ont fait la migration internationale. Alors, les cercles, c'est des personnes qui, par exemple, les 42, ça veut dire 42 millions. Il y a 42 millions d'Européens qui sont nés dans un pays européen et qui ont migré dans un autre pays européen. Ils ont fait la migration internationale, mais à l'intérieur du continent européen. C'est beaucoup de monde, hein. 42 millions, ça représente une part assez importante de la migration. Là-dedans, vous avez par exemple tous les Européens du Sud, les gens qui sont nés en Italie, en Espagne, et qui actuellement vivent en France. Ça peut être le résultat de mouvements migratoires qui se sont déroulés depuis des décennies. Hein. C'est l'accumulation sur les personnes qui vivent encore aujourd'hui. Mais il y a aussi toute la migration de l'Est, l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, qui est incluse là-dedans. 65 millions, c'est la migration interne à l'Asie. Alors là, ça dépend beaucoup du découpage, mais là-dedans, vous avez par exemple les Indiens qui vont travailler dans les pays du Golfe. Les pays du Golfe étant classés dans l'Asie par l'ONU. Alors en Afrique, vous avez l'immigration interne à l'Afrique, y compris toutes les Afriques, y compris le Maghreb, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, et 21. Il y a plus de migrants internationaux à l'intérieur de l'Afrique qu'il y en a de l'Afrique vers l'Europe, 2 fois plus. Mais alors quand on prend maintenant les flèches, c'est donc le changement de continent, bien de loin le plus grand courant migratoire actuellement au monde, ce sont les 25 millions de latino-américains, caribéens, qui vivent essentiellement aux États-Unis, et la moitié sont des Mexicains. Ça, c'est vraiment un courant très fort. Vous voyez que de l'Afrique à l'Europe, ça inclut le Maghreb, vous avez 10 millions de personnes, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres courants migratoires, mais vous avez encore de grands courants comme de l'Asie à l'Europe, de l'Asie à l'Amérique du Nord. Voilà un peu comment ça se distribue au niveau
très très peu de migration entre continent ou sous-continent de l'hémisphère sud. Et évidemment, c'est quand même globalement le nord qui attire, même s'il y a d'importantes migrations internes en Asie et en Afrique. Alors, très brièvement, là, c'est juste une sorte de un petit cours accéléré sur l'état des migrations dans le monde. Voici les principaux corridors migratoires, c'est ça que j'appelle couloirs migratoires qui sont recensés dans le monde actuellement. Le plus grand, j'étais obligé de couper la barre tellement il est considérable, le plus important de très très loin, c'est les Mexicains aux États-Unis. C'est, vous voyez, 11 millions 6, en fait, là, un chiffre quelque part après la virgule, j'ai coupé la barre, là, 11 millions, 12 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis, c'est le grand courant. Alors évidemment, on étudie beaucoup la migration au Mexique. Les Américains se sont énormément penchés sur la migration mexicaine. Ils ont un peu tendance à voir toutes les migrations mondiales à travers le prisme mexicain. Et par exemple, à ne pas s'intéresser beaucoup à l'asile ou au refuge, parce que ce n'est pas le cas qui correspond à la situation mexicaine. Et ils sont évidemment très polarisés par l'immigration de travail, qui est pas toujours aussi importante dans d'autres courants. Mais vous voyez que les USA, c'est un pouvoir d'attraction considérable et qu'il y a toute une série de courants migratoires très importants d'Asie, d'Amérique latine. Vous voyez, il y a 2,4 millions d'Indiens aux USA. Les Indiens, c'est un pays énorme. Ils ont 1,3 milliard, donc c'est très très peu de choses par rapport à la population indienne. Mais l'Inde ou la Chine, dès qu'ils envoient un petit peu de monde quelque part, ça fait tout de suite une diaspora considérable. Vous voyez qu'en jaune clair, vous avez les cas européens, les courants qui arrivent en Europe. Et les deux plus importants en Europe actuellement, ce sont les Turcs en Allemagne et les Algériens en France, 1,5 million de personnes. Et par rapport aux 15 millions, aux 12 millions de Mexicains, c'est pas grand-chose. La Pologne vers l'Allemagne aussi, c'est quelque chose de très important. Voilà. Alors après, je ne vais pas passer tout en revue, mais à droite, vous avez le Golfe, les pays du Golfe qui sont vraiment un centre d'attraction considérable. C'est une migration de travail, c'est une migration avec interdiction du regroupement familial, c'est une migration qui est organisée de telle manière qu'il n'y a absolument pas comme objectif d'intégrer ou d'assimiler les populations. C'est l'antithèse. Une partie du programme que certains partis politiques peuvent avoir chez nous, consistant à supprimer au colère le regroupement familial, ça nous rapprocherait de ce que font les pays du Golfe. Il faut quand même avoir conscience de ça. Vous avez des mouvements internes au Moyen-Orient, au sens large, où là vous avez beaucoup de réfugiés. Ça a été rappelé tout à l'heure par Amnesty International. Les réfugiés vont souvent dans les pays limitrophes. Donc là vous avez, alors que c'est une donnée, c'est une synthèse qui a été faite aux alentours de 2015, ça n'a été que le début. Mais vous avez les Syriens en Turquie, vous avez les Afghans réfugiés en Iran. Je vais de temps en temps en Iran, il y a des démographes en Iran. Les principaux démographes iraniens ont été formés en Australie. Et ils ne sont pas mauvais. Et leur principal sujet de recherche, c'est les réfugiés afghans en Iran. Voilà, c'est des réalités qu'on ignore un peu, mais il faut connaître. Et puis vous avez des migrations à l'intérieur de l'Asie du Sud, comme par exemple le Bangladesh vers l'Inde, la Birmanie vers la Thaïlande, etc., etc. Donc vous voyez que nos migrations à nous, bon, dans ce paysage mondial, c'est quelque chose de significatif, enfin, qui ne frappe quand même pas, qui n'attire pas beaucoup l'attention. C'est une première vision. Quand on regarde le pourcentage d'immigrés dans certains pays, alors je ne vais pas représenter ici les pays du Golfe, parce que le record mondial d'immigration dans les pays hôtes, c'est les pays du Golfe. Dans les Émirats arabes unis, on est à 80-85%, c'est pas trop de la population qui est immigrée, vous imaginez. De temps en temps, je lis sur les blogs, mais les pays arabes n'ont qu'à accueillir des migrants, etc. Mais il se trouve que les pays du Golfe attirent énormément de migrants, mais c'est une migration de travail, une migration soigneusement coupée de la population. L'Arabie saoudite, on estime qu'il y a 40% de la population qui est composée d'immigrés. C'est-à-dire que toutes ces villes champignons comme Dubaï, etc., n'ont pas été construites par n'importe qui, mais par des migrants. Donc, regardons un petit peu, et ce que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde les grands pays occidentaux, certains pays occidentaux, la part des immigrés dans ces pays-là est très variable. Il y a Luxembourg, qui attire beaucoup alors,
européennes, c'est sans compter les frontaliers qui viennent chaque jour, mais également la Suisse. Et vous voyez que tout ça varie beaucoup à l'intérieur, même par exemple des pays nordiques, de la Suède à la Finlande, de très fortes variations, à l'intérieur de l'Europe du Sud également, les grands pays anglo-saxons, ça varie beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut garder comme idée de ce pays, c'est qu'il n'existe pas, au vu de ce tableau, une proportion optimale ou idéale d'immigrés. Il n'y a pas de modèle auquel on pourrait se référer en disant, ben voilà, pour un pays comme la France, c'est tel ou tel pourcentage d'immigrés qu'il nous faudrait. Ça n'existe pas. Il y a des... souvent, quand j'étais directeur de l'Institut d'études démographiques, on me demandait, mais monsieur le directeur, quelle est la proportion optimale de migrants? Combien le nombre idéal de migrants dans la France aurait besoin de... C'est une donnée politique, c'est une donnée sociopolitique, c'est pas une donnée scientifique. On ne peut pas déterminer a priori une capacité d'accueil, ça j'y reviendrai, et ce qui serait une part optimale de population, parce qu'il y a une immense, une très grande variété de modèles, comme on va le voir. Quand on regarde maintenant l'inverse, la proportion d'émigrés, non plus la proportion d'immigrés par pays, voici quelques exemples, et là, j'insiste sur le fait que les plus grands pays de la planète, la Chine et l'Inde, ont une très très faible proportion d'émigrés. Ce sont des pays, ce sont des planètes à eux seuls, ce sont des mondes entiers à eux seuls, et donc les projets de mobilité, de circulation, d'amélioration de son sort, etc., en fait, se déploient à l'intérieur du pays. Par exemple, de l'intérieur vers les côtes, ce genre de choses. Et donc, bien sûr, les diasporas chinoises et indiennes sont toujours impressionnantes, mais par rapport au pays de départ, c'est en fait très très réduit. Et parmi les autres grands géants démographiques, ceux qui ont au moins 150 millions d'habitants, ben on observe la même chose du Nigeria, de l'Indonésie, du Brésil et des États-Unis. Les États-Unis, grand pays d'immigration, n'émigrent quasiment pas. Il n'y a même pas 1% d'Américains qui vivent à l'extérieur des États-Unis. Voilà. Trump n'est pas le seul à n'avoir jamais quitté son pays. Mais il y a deux exceptions parmi les géants démographiques, le Pakistan et le Bangladesh. Le Nigeria, lui, le Nigeria, c'est plus de 190 millions d'habitants, mais le Nigeria n'émigre pas à l'extérieur, très très peu. Voilà. Par contre, je cite quelques exemples de pays dans le monde. Les Mexicains, 9 à 10% de la population mexicaine qui vit donc essentiellement aux États-Unis. Mais j'attire votre attention sur la Roumanie et l'Albanie. C'est les pays dont on parle assez peu. Et quand vous prenez, et je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le dire un peu tout à l'heure, quand on prend l'ensemble des pays balkaniques anciennement communistes, alors l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro, tout cet ensemble-là, 22% de la population de ces pays vit à l'extérieur. C'est un taux d'immigration énorme. 22%. Il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a pas mal en Italie, etc., etc. En France aussi, mais à part ça. Et on est toujours frappé, on parle toujours de l'Afrique subsaharienne qui migrerait en masse chez nous, mais il n'y a même pas 2%, 3% de l'Afrique subsaharienne qui migre à l'extérieur. C'est rien à côté des 22% des pays balkaniques. Vous voyez à quel point ces proportions-là sont complètement décalées par rapport au discours ordinaire, au discours qui circule, tout ce qui s'agite dans le débat public. Alors là, je vais vous afficher un graphique un petit peu, il a l'air compliqué, mais maintenant que ça, il suffit d'expliquer. Je prends cette fameuse base bilatérale d'immigration, ce grand tableau Excel qui a autant de lignes que de colonnes, tous les pays et territoires d'outre-mer, ils sont également inclus là-dedans, et on regarde quels sont les pays qui migrent d'autres pays. On peut qualifier ces pays, par exemple, en utilisant l'indice de développement humain, l'IDH. Vous savez ce que c'est? C'est une combinaison de trois choses. Il y a l'espérance de vie, il y a les années d'éducation et il y a la richesse par habitant, le revenu national par habitant. C'est un indicateur qui est critiqué, mais il a le mérite extrêmement synthétique de décrire quand même assez bien l'état de développement d'un pays. Quand on range tous les pays du monde sur cet indice en résumant la chose à 10 échelons, ici en bas, là, vous avez les pays les moins développés de la planète, au sens de l'IDH. C'est là que se trouvent notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Ils sont
sont essentiellement concentrés là, et surtout les pays très enclavés, comme le Niger, le Mali, l'Ouganda, etc., le Tchad. Alors, est-ce qu'ils vont migrer vers les pays les plus développés qui sont dans la ligne 10? Très peu. Il n'y a pas un grand mouvement massif de migration. Là, cette tour-là signifie que d'abord, il y a une importante migration interne d'un pays à l'autre, mais parmi les pays les moins développés. Il y a une circulation à l'intérieur des pays les moins développés. Où vont les grandes migrations? Quels sont les pays qui migrent essentiellement vers les pays les plus riches, les plus instruits, les plus qui ont en meilleure santé? Eh bien, vous avez la colonne 6 à 10, ce sont les Mexicains aux États-Unis. Le Mexique, classé en 6 sur cette échelle à 10 points. La Turquie fait également partie de ces pays. En réalité, les plus fortes migrations dans le monde, ce n'est pas la misère du monde, ce ne sont pas les pays les plus pauvres. Et là, il y a vraiment une idée reçue qu'il faut absolument combattre, qui a régulièrement rappelé, que même le président Macron a rappelé. Non, ce n'est pas la misère du monde qui migre fondamentalement. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent vers les pays les plus riches. Les pays qui migrent le plus, c'est les pays qui sont dans une situation de richesse émergente, qui sont à un niveau intermédiaire du développement, qui ont déjà, par exemple, fortement réduit leur fécondité, comme le Mexique, comme la Turquie, comme aussi le Maghreb. Ce sont ces pays-là qui migrent le plus. Alors, dans la colonne 8, là, vous avez les pays du Golfe qui attirent les pays qui sont de niveau 3 ou 4, comme l'Inde, le Bangladesh, etc. Voilà. Vous voyez un peu comment se répartissent alors les cherches. Puis vous avez aussi 10 à 10, tout à fait en haut, c'est les pays les plus développés qui migrent vers d'autres pays parmi les plus développés. Vous avez une forte circulation à l'intérieur. Alors ce schéma, qui résume, qui produit les effets de l'immigration depuis quelques décennies dans le monde, va complètement à l'encontre des idées reçues. On a l'idée qu'il y aurait des espèces de mouvements mécaniques, que les pays les plus pauvres migreraient nécessairement vers les pays les plus riches, les pays les plus féconds, surféconds en quelque sorte, vers les pays les moins féconds, les pays les plus secs vers les pays les plus humides, si j'ose dire, etc. Eh bien, tout cela est faux. C'est absolument pas vérifié par simplement l'observation des courants migratoires tels que on peut les constater de façon tout à fait précise. Par exemple, je ne vais pas vous embêter avec ces graphiques un peu complets sur la fécondité, mais c'est pareil. Disons que je vais vous montrer ça ensuite. Les pays, si vous prenez les Balkans, je dis tout à l'heure que les Balkans avaient un taux d'immigration énorme, mais ils battent aussi les records de basse fécondité en Europe. C'est 1,2, 1,3, 1,4 enfants par femme, très loin du seuil de remplacement, et ça ne les empêche pas, alors qu'ils sont très très peu féconds, n'est-ce pas, de migrer vers des pays comme l'Allemagne ou la France. Par contre, l'Afrique subsaharienne, qui a encore des taux de fécondité dans certains pays très élevés, du genre 5, 6, n'a pas des taux de fécondité, des taux de migration aussi élevés que les Balkans. Donc en réalité, chaque fois que vous énoncez comme ça une petite loi un peu mécanique, presque hydraulique, de déversement du trop-plein vers le vide, l'idée que par exemple il y a un suicide démographique de l'Europe et que ça va nécessairement attirer les Africains, c'est une idée mais très répandue. Même la fondation Schuman, Fondation pour l'Europe, qui est quand même un organisme assez honorable, a produit un rapport qui raconte ça. Et je peux vous dire que ce rapport est totalement erroné. Donc, simplement par l'observation. Ici, je prends simplement la richesse des pays. Les pays sont classés à 4 niveaux de revenus par tête. Et vous voyez que les pays les plus pauvres migrent très peu vers les pays les plus riches. 6 millions de personnes sur 7 millions de personnes sur les 260 millions de migrants qu'il y a dans le monde. Et que c'est de la migration de proche en proche, mais aussi des pays du genre l'Inde, l'Égypte, le Congo, le Maroc, la Syrie, le Nigeria, qui arrivent à migrer vers les pays les plus riches. Donc cette structure, elle est très, très forte et très présente. Et en orange, en jaune, le petit carré jaune, c'est l'importance de la migration internationale à l'intérieur d'un même niveau de richesse. Elle est beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui migrent d'un pays riche à un autre pays riche. La migration à l'intérieur des pays riches est très importante. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus on descend vers les bas revenus, plus cette migration va se réduire.
Je vais pas... Il y a encore une dernière chose à observer qui nous intéresse nous directement, c'est le comportement complètement différent des subsahariens et des maghrébins vis-à-vis de l'immigration. Le Maghreb a une caractéristique, c'est que les 3 pays du Maghreb sont isolés, sont compartimentés, les frontières sont fermées. Et donc quand les Maghrébins émigrent, eh bien c'est d'abord à l'extérieur du Maghreb. Les Américains disent aussi, c'est une immigration d'outre-mer. Donc vous voyez, les Maghrébins, vous avez 5 sur 100 migrants maghrébins, vous avez seulement 5% qui vont migrer en Afrique. Très peu qui vont migrer j'ai entouré ça en rouge, 0,7% seulement de la migration maghrébine va vers un autre pays du Maghreb. C'est très très faible. Alors que si vous comparez avec ce qui se passe avec l'Afrique subsaharienne, c'est complètement différent. Les subsahariens, 76% restent en Afrique et à 65% restent dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a une énorme circulation interne à l'Afrique subsaharienne qui est d'ailleurs facilitée par le fait que il y a des accords de libre circulation maintenant entre tous ces pays. On peut circuler beaucoup plus simplement, maintenant de plus en plus à l'intérieur même de l'Afrique subsaharienne qu'on peut le faire en Amérique latine par exemple. Voilà. Alors du coup, les subsahariens vont aussi en Europe, mais seulement 16% d'entre eux, alors que les maghrébins qui vont en Europe, c'est 87% des migrants maghrébins. Vous voyez une différence de comportement complètement différente entre les différences de comportement vraiment très accusées entre les deux groupes de population. Je vais sauter un certain nombre de choses, rassurez-vous. Là, je vous présente sur un schéma un peu synthétique, en reprenant toutes les données des recensements qui sont effectués en France depuis 1851 jusqu'à nos jours. Vous avez toutes les minorités qui se sont accumulées en France, recensées, donc avec les 2 césures de la guerre que j'ai marquées. Et vous voyez qu'au début, on a fait appel aux voisins, les Belges, qui étaient les grands pourvoyeurs de la migration. Ils ont travaillé dans les mines, dans le textile, ils ont travaillé aussi dans les grandes fermes du bassin parisien, par exemple. Mais déjà, les Italiens viennent, et sur la longue durée, l'Italie est sans doute le pays qui nous a fourni le plus de migrants. C'est la zone jaune. Et puis, après la Première Guerre mondiale, pour la première fois, on a fait appel à des migrants qui n'étaient pas nos voisins directs, les Polonais. La zone rouge, on est allé les chercher, les recruter de façon parfois drastique pour qu'ils viennent travailler, notamment dans nos mines. Avec la crise des années 30, on s'est débarrassé de pas mal de Polonais, et vous voyez qu'ensuite, toute une série de groupes sont arrivés, les Algériens, les Marocains, les Subsahariens, les Asiatiques. Envers, on a évidemment la migration portugaise qui est très importante, et toute une les Turcs, etc. Voilà. On arrive au total, c'est un pourcentage, on arrive au total, et en comptant les naturalisés, donc les gens qui sont nés à l'étranger mais qui ont acquis la nationalité française, on arrive à 10,5, 12%. C'est la première génération. C'est les gens qui sont vraiment nés à l'étranger, nés étrangers à l'étranger, qui sont venus, qui ont franchi la frontière, qui sont venus s'installer en France, et ensuite, certains ont acquis la nationalité française, environ 40% à l'heure actuelle, d'autres sont restés pour garder leur nationalité. Et voilà la diversité. Et ce phénomène-là que vous voyez ici, ça assimile la France à d'autres pays. On a commencé quand même plus tôt. Nous sommes assez proches des États-Unis de ce point de vue-là. Nous sommes un grand pays d'immigration de longue date. Déjà sous le Second Empire, ça paraît peu aujourd'hui, après de 1% à même pas 2%, mais pendant tout le Second Empire, on a une immense littérature qui observe que le nombre des immigrés, des étrangers, ne cesse d'augmenter. Et vous avez déjà à peu près toutes les thématiques actuelles sur l'invasion des étrangers, alors qu'on passait seulement de 1%, même pas 2%. Mais l'opinion publique est très sensible à ces mouvements, à ces accroissements de population. Je passe sur d'autres choses. Je vais juste... peut-être pas... Oui. Je vais quand même montrer ça. En démographie, quand on présente la croissance de la population, on utilise une petite équation toute bête, c'est que chaque année, la population s'accroît de 2 façons. Elle s'accroît par la différence des naissances et des décès, le surcroît des naissances sur les décès. On utilise une vieille expression, c'est l'accroissement naturel, ou l'excédent naturel. Et puis, il y a le solde migratoire, qui est l'excédent des immigrations sur les émigrations. Et ce sont
sont ces deux mouvements qui, additionnés, font la croissance de la population année après année. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'une partie des naissances d'une année viennent des immigrés installés les années précédentes. Enfin, voilà l'équation. Alors quand on essaie de représenter ça pour la France, d'année en année, depuis 1950 jusqu'à nos jours, voilà un peu le tableau. On a d'abord la zone bleue, ce sont deux couches superposées. La zone bleue, c'est l'excédent des naissances sur les décès, qui a toujours été très important en France, qui est en train de fondre récemment, mais je vais en parler. Et vous voyez que le baby boom a duré jusqu'au début des années 70. Donc, en gros, on avait, ce sont des proportions pour 1000 habitants, c'est la manière habituelle pour les démographes de traiter ces questions. Et vous voyez que dans le milieu des années 50, on a fait venir énormément d'immigrés pour la reconstruction. C'est vraiment très frappant. Il y a la grande pointe qui correspond aux rapatriés, parce que le décompte se faisait sur la métropole, et ça va jusqu'au sommet du graphique en réalité. 1 million de personnes quand même. 1 million de personnes accueillies en une seule année. Et ce n'est pas l'État qui a fait ça. Il y a eu un secrétariat d'État aux rapatriés créé assez tardivement. Ce sont les communes, ce sont les municipalités qui ont essentiellement accueilli les rapatriés. Il y a eu des crises pendant les fameuses 30 glorieuses, n'ont pas toujours été glorieuses. Hein. On a tendance à l'oublier un peu, mais il y a eu des crises importantes, des crises économiques. Le textile du Nord, par exemple, a subi la concurrence chinoise dans les années 60 déjà. Donc, on arrêtait à ce moment-là l'immigration. En 73, il y a la guerre de Kippour, et l'Allemagne d'abord, la France ensuite, décide de stopper l'immigration de travail. C'est un geste très important, car c'est avec cette coupure, cette décision de stopper l'immigration de travail, la délivrance de titres de travail, qu'on entre dans une ère nouvelle. La migration continue, mais ce qui continue, c'est la migration familiale, ça peut être l'asile, c'est la migration estudiantine, ce sont ces choses-là, et ça n'est plus. Et depuis cette époque-là, les mouvements migratoires en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, mais également en Suisse, sont découplés du cycle économique. Il n'y a plus de corrélation entre la migration de travail et le cycle économique. Et quand je lis dans les programmes assez courants, enfin, dans la politique, il faudrait avoir une immigration strictement ajustée à nos besoins d'économie, mais ça fait depuis les années 70 que notre immigration est essentiellement, et j'y reviendrai, une immigration fondée sur les droits, beaucoup plus que sur la logique économique. Mais on peut dire la même chose, par exemple, des États-Unis ou de tous les pays de biais d'immigration. Maintenant, regardez l'Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même échelle. C'est les mêmes proportions pour 1000 habitants, c'est les mêmes années. Et vous voyez à quel point nos deux histoires sont complètement différentes. Et ça explique bien des choses dans ce qui s'est passé ces dernières années. On a d'abord la zone bleue du baby boom, qui n'a pas duré longtemps, très court. Puis ensuite, la zone bleue est négative. Parce qu'il y a plus de décès que de naissances en Allemagne pendant toutes ces périodes-là. Parce que nous n'avons jamais eu. Et puis, la migration, ils ont recruté la migration pour leur construction plus tardivement que nous, avec les mêmes à-coups, etc. Ils prennent la décision d'interrompre la migration de travail. Et ensuite, eh bien, la migration en Allemagne n'a pas du tout le même profil que chez nous, parce que c'est en fait essentiellement ce qui se manifeste là, c'est la capacité de l'Allemagne à accueillir les réfugiés à chaque fois qu'il y a une crise importante. Et donc toutes ces pointes, c'est essentiellement des réfugiés, notamment évidemment la pointe la plus importante, on l'observe en 1992, 10 pour 1000, ça veut dire que la population s'est accrue de 1% cette année-là par le seul jeu d'immigration. Et sur ces, donc du coup, comme ils étaient 80 millions d'habitants, ça fait 800 000 personnes. En 92 déjà, l'Allemagne a accueilli 800 000 personnes. Quand Angela Merkel, en 2015, dit « on peut faire ça, on peut accueillir 800 000 personnes », pourquoi dit-elle 800 000 ? Elle dit 800 000 parce que c'est 1% des 80 millions. Et là, ce raisonnement, on peut accueillir 1% de plus de population, c'est rien. C'est ça son raisonnement. Et non seulement elle peut dire ça, mais ils l'ont déjà fait en 92. Sur les 800 000 personnes qui ont accueilli la population allemande en 92, 400 000 avaient un statut de réfugié. Regardez maintenant l'Espagne. C'est toujours la même échelle. C'est toujours le même mode de calcul. Et vous voyez à quel point nos deux voisins sont complètement différents de nous. Donc d'abord, sous le Franco, une démographie à l'ancienne, un énorme excédent
de naissance sur les décès, mais ça a fondu avec le développement de l'Espagne. Je rappelle qu'ils entrent en Europe en 86. Évidemment, la migration est négative parce qu'ils émigrent plus qu'ils n'immigrent, et ils émigrent notamment chez nous, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, etc. Bien sûr, ils sont victimes de la coupure de l'immigration en 73, ils sont obligés de revenir, mais ensuite, il y a ce développement absolument incroyable, parce que dans ces pays de nouvelle immigration, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, là, oui, il y a une corrélation entre les mouvements migratoires et le développement économique. Alors que cette corrélation, chez nous, elle n'existe plus, puisqu'on a coupé l'immigration de travail. Donc, c'est très visible, et vous avez cette énorme extension de l'immigration où il y a les Hispaniques, les Marocains, les Roumains, les Ukrainiens, etc., dans la construction, dans l'agriculture, dans le service domestique. En Espagne, à âge égal, les personnes sont 5 fois moins en institution que chez nous. Donc il y a un besoin énorme de personnel d'aide aux personnes âgées, par exemple. Et puis, 2008, la crise des subprimes, qui fait éclater complètement la bulle immobilière et du coup aussi la bulle migratoire. C'est vraiment très spectaculaire comme interaction entre l'économie et la migration, alors que nous, on n'a pas eu tout ça. Hein. On a aussi toute la protection sociale qui amortit les chocs. Et maintenant, l'Espagne redevient un pays d'immigration. Voilà. Vous voyez, 3 histoires complètement différentes. Et donc, évidemment, harmoniser les intérêts des pays européens, l'idée qu'ils aient tous la même vision de la migration, avec des histoires aussi différentes, ça ne va pas de soi. Le poids de l'histoire, quand même. Alors l'Italie, c'est très embêtant, les données ne sont pas bonnes. C'est en gros un profil à l'espagnol, mais beaucoup plus chahuté, et bon, je passe. Et j'arrête aussi sur la Suède. La Suède n'a pas eu tellement d'émigration dans les années 50-60. Elle a un excellent naturel qui peut varier, mais la Suède, c'est le champion mondial de l'accueil des réfugiés, surtout dans les dernières décennies. Beaucoup de réfugiés d'Irak, de la Corne de l'Afrique. Pendant des années, ils étaient à peu près le seul pays d'Europe qui acceptait, par une tradition humanitaire spéciale, d'accueillir des migrants de la Corne de l'Afrique. Et du coup, ça représentait une part énorme de la croissance de leur population. Voilà. Je passe sur l'Angleterre, une immigration relativement récente, et puis les États-Unis, énorme excédent de naissance sur les décès, une immigration qui était très faible dans les années 50, parce qu'ils avaient encore les quotas par origine, alors que... voilà. Bon, je reviens à la France. Je passe très rapidement, et je voudrais aller tout de suite à ce schéma-là, qui est un petit peu compliqué, vous allez voir, je crois qu'il est politiquement très important. Voici comment se répartissent les titres de séjour, mais aussi la présence des étrangers au long de la libre circulation dans toute une série de pays occidentaux. Ça, c'est des données qu'on voit à l'OCDE depuis peu de temps, agrège toutes ces données. Alors, je regarde juste quelques cas. Vous voyez tout en haut, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Le Canada est souvent cité dans les débats politiques comme un modèle qu'il faudrait suivre. Et je vais essayer de répliquer ça. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande choisissent leurs migrants. C'est la fameuse immigration choisie dont rêvait Sarkozy. Ils l'ont fait. Ils la font, mais de façon assez particulière. Donc, qu'est-ce que c'est les 28%? Le bleu sombre, c'est des migrants qui sont recrutés sur concours. C'est un concours de capital humain. Il faut qu'ils aient des années d'expérience professionnelle, il faut qu'ils aient des diplômes du supérieur, sinon leurs chances sont très faibles, qu'ils maîtrisent la langue ou les 2 langues dans le cas du Canada, et qu'ils ne soient ni trop jeunes ni trop âgés. En gros, voilà les critères. Et du coup, 28% des étrangers, des nouveaux étrangers admis en 2015, c'est l'année 2015, c'est un flux annuel, les nouveaux titres de séjour délivrés en 2015, à 28% c'était les sélectionnés, et la zone bleu clair, c'est leur famille, leurs époux, leurs enfants, pris en même temps. Ce n'est pas du regroupement familial, c'est un groupement familial immédiat. Et donc au total, quand vous additionnez les deux, vous avez presque les 2 tiers de la migration canadienne, qui est une migration sélective, les lauréats du concours, si j'ose dire, et leurs familles. Et puis ensuite, en bis, vous avez le regroupement familial, relativement, qui est ex post, celui-là, vous avez le regroupement avec des gens qui étaient déjà installés. Et puis, la petite zone verte, c'est l'humanitaire, le Canada étant celui des 3 pays qui a fait le plus, a délivré le plus de titres
du point de vue humanitaire. Vous voyez que les États-Unis, juste en dessous, une logique totalement différente. Un peu d'immigration sélective, de très haute qualification, mais 65% de regroupement familial. C'est les champions du monde du regroupement familial. Et avec un petit peu de milieu. Alors je vais descendre tout de suite. Vous voyez, au milieu des graphiques, vous voyez la Suède. Vous voyez la Suède, la grande bande verte. C'est donc la Suède qui vraiment est en tête des pays du monde. C'est un petit pays, donc ça ne fait pas beaucoup de gens au total, mais 36% des nouveaux titres de séjour délivrés en 2015 à des réfugiés ou à titre humanitaire. Alors la France, elle a un petit peu d'immigration choisie, 8% immigration de travail, enfin c'est très peu, ça c'est depuis la loi Sarkozy 2006, c'est passé en gros doublé. On a 40% de regroupement familial. On peut dire que c'est formidable, on reconnaît les droits du regroupement ou regroupement familial, nous sommes champions pour ça, et effectivement par rapport à l'Allemagne, ça c'est très troublant, l'Allemagne ça n'est que 12%. Comment se fait-il que deux pays, en principe assujettis aux mêmes conventions européennes ou internationales des droits de l'homme, puissent avoir un taux de regroupement familial aussi différent? C'est pas évident ça, hein. Et c'est seulement depuis peu de temps, étant donné l'OCDE, qu'on a l'attention attirée sur ces très fortes discordances. L'Allemagne, par contre, déjà en 2015, on était seulement au début de la crise, avait une part importante de l'immigration à titre humanitaire, moins que les Pays-Bas, par exemple, une tradition là-dedans. Et qu'est-ce que c'est toute cette zone grise là? Eh bien, ce sont les citoyens de l'Union européenne qui s'installent au titre de la libre circulation, en fonction des accords de libre circulation. Et vous voyez que là, l'Allemagne, mais de même un peu tous ces pays germaniques, mais aussi l'Angleterre avant le Brexit, ont des proportions considérables d'étrangers qui sont installés au titre de la libre circulation européenne. En Allemagne, il y a beaucoup de droits, de Slovaques, de Polonais, etc. L'Europe centrale, mais pas uniquement les Français, représente une part également. Alors que la France, par rapport à ces pays, est beaucoup moins attractive pour les autres citoyens de l'Union européenne. Deux fois moins. Ça, c'est des questions dont on ne parle jamais dans le débat. Enfin, si on prétend avoir exercé un magistère moral en Europe, il faut quand même se demander pourquoi la France est-elle beaucoup moins attractive vis-à-vis des autres citoyens européens que les pays germanophones. Voilà un peu vous voyez, tout ça pose des questions intéressantes, qui sont souvent en dehors du débat public. Alors, pour nous représenter ça de façon plus vivante, je vais faire ceci. C'est le même schéma, mais je donne à chaque bande une épaisseur qui est proportionnelle au nombre de migrants. Les États-Unis, ça compte quand même beaucoup plus que le Luxembourg ou que la Nouvelle-Zélande. Et donc là, on a une vision beaucoup plus claire de ce que représentent toutes ces masses. Vous voyez que les États-Unis, c'est quand même très frappant, chaque année dans le monde, en tout cas en 2015, il y a eu 680 000 personnes dans le monde qui sont venues aux États-Unis et qui ont obtenu un titre de regroupement familial. Alors en fait, une bonne partie était déjà là et attendait et poireautait depuis longtemps pour obtenir ce titre, exactement comme en France. Mais vous voyez, c'est une masse énorme par rapport à l'ensemble des pays occidentaux qui sont représentés ici. Alors vous voyez que la France est la championne du monde avec ses 104 000, la championne du monde du regroupement familial en Europe, hein, alors que l'Allemagne, c'est beaucoup moins, que l'Allemagne, au contraire, dès 2015, commence à faire beaucoup d'humanitaires. Les 143 000 personnes accueillies à ce titre en Allemagne, c'est presque autant que les États-Unis, qui sont pourtant un immense pays. Voilà un peu comment se répartit tout ça. Et ça, c'était en 2015, avant la crise. Quand on passe à 2016, voilà 2016, ça c'est... on est au plus fort de l'accueil de la crise des migrants. Là, on a le comportement des pays face à la crise migratoire. Et vous voyez que l'Allemagne a considérablement développé, et la différence entre les deux années, des 443 000 sont devenus 434 000. C'est vraiment très impressionnant de voir comment l'Allemagne a accru sa capacité d'accueil sans réduire pour autant son attractivité vis-à-vis des autres pays européens. Alors que la France, elle a toujours aux alentours de 100 000 migrants familiaux, 23 000, c'est pas très différent de ce qu'elle avait
Elle est passée de 17 000 à 23 000, c'est pas grand-chose. Elle n'a quasiment pas changé de comportement à travers la crise. C'est ce qui était dit tout à l'heure. Nous n'avons pas réellement subi, même si localement, pour les associations, pour les préfets, pour toutes les administrations qui sont occupées de ça, évidemment, ça représentait quelque chose de nouveau, etc. Mais quand on replace tout ça en perspective par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde, ça n'a pas été un bouleversement fantastique. Pendant ce temps, les États-Unis ont continué d'accroître leur regroupement familial. Alors, je vais m'arrêter à cette diapositive, elle est un peu compliquée, mais vous allez voir, c'est des choses très concrètes. Et on voit comment les chiffres rejoignent les questions à la fois administratives et humaines, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est le fameux regroupement familial? Nos 90 000 ou 100 000 personnes qui reçoivent chaque année un titre pour des raisons familiales. Beaucoup de ces titres, en réalité, sont donnés à des gens qui sont déjà là depuis très longtemps, qui attendaient, qui ont suivi toutes sortes de démarches administratives. Alors, le plus simple, les chiffres, ce sont des milliers de personnes. 39 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en tant que conjoint de français. Il y a toutes sortes de conditions à remplir, de langue, de surface d'appartement, de ressources, enfin, vous connaissez tout ça. Ce n'est pas évident, mais c'est encore ce qu'il y a de plus simple dans l'ensemble du schéma. S'ajoute à cela des gens qui sont devenus parents français parce que leur enfant est né en France et qu'au bout d'un certain temps, il peut obtenir la nationalité française dès l'âge de 13 ans si le parent le demande, par exemple. Bon, il faut un peu de temps pour comprendre ça, mais c'est seulement 10 000 personnes. Le regroupement familial d'étrangers. Le regroupement familial d'étrangers, stricto sensu, c'est le droit qu'a un étranger de vivre une vie de famille normale. Mais en réalité, la France applique assez peu ce système-là, puisqu'il y a seulement 11 000 personnes qui, chaque année, reçoivent un titre de séjour portant au nom du droit à vivre en famille. La différence entre cette zone orange, couleur brique, cette zone-là et cette zone-ci, ici, c'est les Français qui ont le droit d'épouser qui veulent un étranger ou une étrangère, et ça déclenche donc la migration d'un conjoint, c'est une migration matrimoniale, alors que dans la zone bis, c'est un étranger. Et un étranger qui a le droit de faire venir son conjoint et ses enfants, qui en principe a le droit, mais ce droit est tellement réglementé, tellement soumis à de telles conditions, en réalité, nous l'appliquons très peu. Et alors, du coup, on a au-dessus toute cette série, et encore, j'ai fait une représentation un peu simplifiée, des autres titres qu'on obtient au fil du temps, en changeant, en bifurquant régulièrement d'un guichet à l'autre. Et au sommet, vous avez vie privée et vie familiale, parce que la France est quand même obligée de respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc on dit, si de façon, on ne peut quand même pas, ce serait disproportionné, vu toutes les attaches familiales qu'a déjà la personne, de lui refuser un titre. Et on fait ça au bout d'un certain nombre d'années. Mais il y a aussi des parents d'enfants scolarisés, vous avez des conjoints à l'étranger qui obtient sa régularisation, vous avez des familles européens, vous avez des mineurs qui deviennent majeurs, en fait, c'est des petites catégories assez résiduelles. Et j'aime bien citer un livre qui vient de paraître, que je trouve vraiment très intéressant, de Frédéric Fogel, F-O-G-E-L. Frédéric, c'est une ethnologue. Elle a été d'abord ethnologue chez les Nubiens de Haute-Égypte qui ont été chassés par la construction du barrage d'Assouan. C'était une migration forcée. Mais ensuite, elle a passé 10 ans dans les réseaux d'éducation sans frontières. Elle a accompagné toute une série de familles. Et elle raconte, en prenant article de loi par article de loi, ce que ça implique dans le vécu des personnes, dans la négociation avec les guichets, d'obtenir finalement des titres. Donc, voilà, on a comme ça des gens qui sans cesse changent de statut parce que le conjoint, parce que les enfants veulent changer de statut et qu'il y a tout le problème de l'alignement familial ou pas, sachant qu'au sommet, les titres de vie privée familiale, c'est aussi accordé sur l'avis d'une commission qui a un pouvoir d'appréciation, qui donne simplement un avis, c'est le préfet qui a le pouvoir d'appréciation finale, et que tout ça, comme vous le savez, varie terriblement d'une préfecture à l'autre, ou d'un moment à l'autre, créant ainsi une grande incertitude. Donc en fait, une grande partie de cette migration familiale qui apparaissait sur les schémas précédents, c'est le résultat biscornu, compliqué, de tout un système qui fait qu'au lieu d'accorder tout de suite des titres
un titre de statut de réfugié à des migrants, ou de leur accorder tout de suite un droit au travail, par exemple, eh bien, on les fait passer sous les codines de toutes ces choses qui ont été accumulées par la législation, puisque vous savez qu'on fait une loi sur la migration tous les 2 ans, sans quasiment évaluer les précédentes. Voilà, je termine sur le bilan de l'asile. Là, j'aime bien projeter ce schéma, certains d'entre vous, si vous avez regardé mes cours, le reconnaissent. C'était en 2016, le nombre de demandes d'asile qui ont été traitées. Aussi, j'ai pu couper à barre, parce que l'Allemagne est en dehors du démographique. Ça verrait presque jusqu'au pilier. Et donc, les Allemands, en 2016, ont reçu 755 000, ont traité 755 000 demandes d'asile. Ils en ont accepté à peu près 60%. La France est très loin derrière, etc. Mais ces chiffres ne sont pas très intéressants parce que les pays ont des tailles très différentes. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est toujours rapporter tout ça per capita, comme disent les économistes, en faisant une statistique qui prend en compte la taille des pays. Parce qu'au fond, une des principales expressions de la capacité d'accueil, c'est la taille d'un pays, c'est la population du pays. Quand on regarde par million d'habitants à combien de demandeurs d'asile chaque pays a accordé une protection, en calculant très large la Convention de Genève, les protections subsidiaires, en première instance, en deuxième instance, en comptant vraiment très large, on a cette classification-là. La Suède, l'Allemagne sont en tête. La Suède, 4600 protections des demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants. Et la France, c'est là. La France est en 17e position. Et quand je dis ça, ça commence peut-être à se faire savoir un peu, mais enfin, c'est quand même pas très glorieux comme position. Nous sommes à la même hauteur que l'Italie, à peu près. Donc, pas de leçon à recevoir de l'Italie, pas de leçon à leur donner. Enfin, c'est quand même ça qu'il faut conclure un peu de cette affaire. Les Italiens ont un autre système que nous. Ils ont fait passer beaucoup de gens, mais le règlement Dublin les a obligés aussi à traiter un certain nombre de demandes. Nous sommes, en tout cas, par rapport à la moyenne de l'Union européenne, 1000 protections pour 1 million d'habitants, nous sommes à la moitié de la moitié. Nous sommes à la moitié de la moyenne. C'est ça notre position. Alors, il y a d'autres pays qui sont... Vous avez évoqué tout à l'heure dans l'atelier, tous les pays anciennement communistes sont là. Vous voyez que la Hongrie, c'est qu'un pays d'Europe de l'Est parmi d'autres. Certains de ces pays ont des régimes libéraux, démocratiques, et font quand même la même chose que la Hongrie, c'est-à-dire l'accueil à peu près personne. La Pologne, 14 protections pour 1 million d'habitants, c'est 0. C'est ça qui s'est fait. Alors vous avez des pays qui sont un peu bizarrement classés. Le Portugal est là. L'Espagne, c'est pas très élevé non plus, mais ce sont des pays qui sont très mal équipés pour traiter la demande d'asile, parce que pendant longtemps, c'était des pays dits d'émigration et non pas d'immigration. Donc ça s'explique aussi par le choix qui se trouve. Mais si nous on compare la situation de la France à des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, pas de raison d'avoir une capacité d'accueil très inférieure aux leurs, et pourtant on a vraiment accueilli les demandeurs d'asile à bras fermés, si j'ose dire. Nous avons, alors on peut dire, mais quand même, si je regarde les pays en tête du palmarès, si j'ose dire, la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, quand même des pays riches, qu'est-ce qui se passe si on tient compte, si on corrige aussi de la richesse? C'est les barres orange. Donc évidemment, la Suède, vu sa richesse, n'accueille quand même pas tant de demandeurs d'asile que ça. Enfin, quand même pas mal, hein, c'est quand même normal. Mais à ce moment-là, avec ce nouveau classement, quand on tient compte de la richesse du pays, eh bien, les deux pays qui arrivent en tête de l'accueil par million d'habitants, c'est Malte et c'est Chypre. Voilà, c'est lamentable pour le résultat. Donc c'est les États qui sont exposés en première ligne, qui ont dû respecter le règlement de Dublin. Finalement, vu leur richesse et vu leur population, c'est eux qui accueillent le plus, qui accordent le plus de protection aux demandeurs d'asile. Là, on se dit que le règlement de Dublin est vraiment quelque chose d'insensé, puisqu'il creuse les écarts entre les pays européens au lieu de les rapprocher. C'est ça vraiment le résultat fondamental. Puis vous avez des pays comme l'Angleterre, qui sont là, deux fois moins que vous, et qui profitent de leur situation périphérique, de leur insularité, pour... Je vais terminer sur une dernière diapositive que j'aime bien.
J'ai représenté ici une enceinte à laquelle il y a 10 000 personnes. Chaque I représente une personne. Il y en a 10 000, hein, j'ai compté, hein, c'est vraiment 10 000. Et sur ces 10 000 personnes, que représentent les demandes d'asile qu'on a acceptées en 2016, au plus fort de la crise? C'est les petits points rouges en haut, là, c'est les 6 en haut. Voilà. Et je dis que, je rappelle que plusieurs hommes politiques ont quand même raconté que ces 6 personnes-là menaçaient l'identité des 10 000 autres. Merci.